Et salut à tous les gens, on est là pour une toute nouvelle vidéo sur la dernière vidéo de Squeezie. Bah ouais, nous on fait des vidéos sur des vidéos en fait. T'as capté le bail quoi. Mais en gros, petite vidéo react sur une vidéo de Squeezie, la toute dernière, voilà, un thread d'horreur, voilà, tranquillement. Il y aura beaucoup plus de vidéos react maintenant sur la chaîne, donc abonne-toi si tu aimes. La vidéo s'intitule Elle ne pouvait pas s'y attendre. 3 petits points. Bon, je vais pas vous emmerder avec plus d'intro et on passe tout de suite à la vidéo. C'est parti. On va quand même mettre un like avant de regarder la vidéo, bien sûr. On est des gens gentils. Ce thread d'horreur va vous plaire. Peut-être plus que les autres pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que j'ai repéré une petite frustration du côté de certaines personnes qui en ont marre que ça se finisse par l'individu n'a pas été retrouvé, on sait pas ce qu'il allait faire, on sait pas pourquoi il avait visé cette personne. Ça frustre certains parmi vous, je comprends. Dans les 3 histoires que je vais vous raconter, à la fin, il y aura des précisions. C'est-à-dire qu'on sait qui est l'agresseur, on sait pourquoi il a fait ça, qui il était. Voilà, je fais ça comme ça, les 4-5%. Ok, ça va être cool ça au moins. En vrai, je suis pas de réclamer qu'on sait pas, mais je préfère quand on sait en vrai. Donc vas-y, on va voir. Ils étaient un peu frustrés, ils le sont plus, ils passent un bon été, ils sont ravis. La première histoire, c'est celle de Emeric. Emeric nous explique qu'après le lycée, il y a déjà quelques années de ça au moment où il raconte l'histoire, il était dans une vieille passe. Sa tutrice l'avait expulsé juste après qu'il ait obtenu son diplôme et il s'est retrouvé sans logement. Il a donc dû dormir pendant plusieurs mois dans sa voiture. Et un Putain, ça c'est bâtard ça, hein. De l'expulser comme ça. Après, je sais pas, peut-être il y a une raison, mais quand même. jour, il fait la rencontre d'un groupe de fans de heavy metal. C'est pas des inconnus, c'est des gens qui sont plutôt connus en ville. C'est-à-dire que tous les amis d'Emeric savaient de plus ou moins loin qui étaient ces gens. Et globalement, tout le monde les kiffait. C'était des mecs sympas, bon délire. Bref, le feeling passe bien entre eux et Emeric, à tel point qu'il lui propose d'emménager avec eux. Je vous rappelle qu'Emeric, à ce moment-là, il vit dans sa voiture, donc autant vous dire que c'est une très bonne nouvelle pour lui. Sur place, il y a plusieurs colocataires et Emeric se rapproche de 2 frères en particulier, Andrew et Seth. Andrew et Seth, c'est des gens qui croient à l'occultisme et à ce genre de trucs. Alors Emeric, lui, c'est pas son délire, mais bon, il se dit qui je suis pour juger les croyances des gens, et en plus de ça, ces mecs là viennent de m'offrir un toit gratuitement, je m'en bats les couilles de leurs croyances. Il faut savoir qu'Andrew et Seth En vrai, c'est peut-être eux qui vont faire la merde à la fin de l'histoire, on sait pas. sont très proches d'un autre groupe de frères qui connaissent depuis l'école et qui sont devenus de très bons amis à eux. Qui dit très bons amis dit beaucoup de passages dans l'appartement, dans la colocation, à tel point que cet autre groupe de frères fait limite partie des colocataires. Dans cet autre groupe de frères, il y a le frère cadet Marc, un mec très poli qui nettoie toujours derrière lui, qui contribue aux tâches ménagères, bref il est méga stable. Mais on peut pas en dire autant du petit frère de Marc, Adam. Adam, il a beaucoup de problèmes psychologiques et ce serait apparemment lié à la prise d'une très mauvaise drogue il y a des années de ça. Il aurait peu à peu développé une sorte de psychose religieuse et il aurait même fait de la prison pour avoir frappé une femme avec une bible. Ça. Ok, c'est pas un truc au hasard. Il y a quand même un mec là qui a fait de la prison pour avoir tapé quelqu'un avec une bible. Je trouve que c'est bizarre déjà. Quand même, c'est bizarre, tu tapes quelqu'un avec une bible. C'est chelou, je sais pas. Sympa le Adam, invitez-le à vos anniversaires. Emeric explique qu'Adam c'est le genre de gars qui des fois te regarde dans les yeux et te dit qu'il arrive à voir comment tu vas mourir. Bonne ambiance. Il a même une fois dit à Emeric qu'il pouvait voir que son âme était possédée par un démon et qu'il fallait qu'il la purifie. C'est Conjuring. Voilà. Bref, dans la colocation, tout le monde a bien conscience des problèmes d'Adam. Mais attends, mais du coup, ça va être Adam le fou merde de l'histoire? Ou peut-être que non, peut-être Adam ça va être le sauveur, on sait pas. Mais tout le monde est bienveillant et tout le monde est ami avec lui et veut le tirer vers le haut. Mais malgré tout ça, Emeric lui il est pas rassuré quand même. Il se dit attends, ce gars là, il y a un truc chelou, tout le monde a l'air vraiment serein vis-à-vis de lui, moi je mets quand même une petite distance, une petite méfiance. Bref, un beau jour Emeric est en train de dormir et son téléphone sonne. Il décroche, surprise, c'est son patron qui lui demande exceptionnellement de venir au travail 1 heure plus tôt, à midi au lieu de 13h. Emeric il est fauché, il a absolument rien de mieux à faire, du coup il est ravi, ça lui fait 1 heure de taf payé en plus, il y va. Avant de partir, il passe dans le salon pour voir Marc, Andrew et Adam qui sont tous les 3 devant la télé en train de regarder YouTube. Emeric leur dit au revoir et il part au travail. Quelques heures plus tard en fin d'après-midi, Emeric est toujours au travail, il a bientôt fini 16h et le téléphone sonne. C'est son patron qui répond au téléphone et qui rapidement lui tend l'appareil en lui disant « c'est pour toi ». Emeric prend le téléphone et malheureusement c'est pas la voix d'un ami au bout du fil, c'est la voix de l'inspecteur Williams. Et Il y a rien de louche pour l'instant. Pour l'instant, il y a rien d'autant louche. Par contre, attends, un inspecteur de quoi? téléphone et malheureusement c'est pas la voix d'un ami au bout du fil, c'est la voix de l'inspecteur Williams. Et cet inspecteur il lui explique qu'il s'est passé un truc dans son appartement et qu'il a besoin qu'Emeric vienne rapidement au poste pour en discuter avec eux. Emeric quitte tout de suite son travail et il se dit putain ils ont dû faire de la merde avec de la drogue, ils ont dû essayer d'en vendre, ils se sont fait choper, relou. En arrivant au poste il y a un agent qui vient tout de suite chercher Emeric et Ça doit être à cause d'Adam, ça c'est sûr. qui l'amène dans une pièce avec une caméra. Il l'isole et il le laisse ici tout seul pendant 30 minutes. Généralement, quand t'arrives au commissariat et que tout de suite on t'isole comme ça, c'est qu'il se passe un truc vraiment pas ouf. 30 Ouais, j'avoue, c'est quand même louche.
Plus tard, l'inspecteur Williams entre dans la salle, s'assoit et explique à Emmerich que Adam a poignardé et tué Andrew aux alentours de 13 h. Hein, mais attends, mais ah ok, c'est pas de la déconnade quoi. Adam, c'est vraiment waouh. Je m'y attendais pas. Tuer, poignarder, d'accord. J'ai cru que c'était un truc chill. C'est-à-dire seulement 1 heure après qu'Emmerich soit parti au travail. Emmerich évidemment il est choqué, il demande plein d'infos aux policiers qui lui disent que malheureusement ils ont le droit de rien lui dire puisqu'une enquête est en cours et qu'ils peuvent pas dévoiler d'éléments. Au cours des 2 jours suivants, il y a des infos qui commencent à circuler et c'est là qu'Emmerich comprend ce qui s'est passé ce jour-là. Aux alentours de 13 h, Adam se jette sur Andrew et il lui met pas un coup de couteau, il lui en met des dizaines. Juste après ça, il court sur la route en face de leur appart, toujours l'arme du crime en main, et il appelle la police pour immédiatement leur dire ce qu'il vient de faire. Évidemment la police a Immédiatement dire ce qu'il vient de faire, il est bête lui hein. Débarqué extrêmement rapidement sur les lieux et elle a arrêté Adam et elle a aussi perquisitionné le domicile. Parmi les objets trouvés se trouve un cahier dans lequel Adam avait écrit qu'il comptait tuer tous les colocataires de l'appartement, y compris ses propres frères, et y compris évidemment Emmerich. Parce qu'ils sont apparemment tous possédés par des démons et que ce serait le seul moyen de les libérer. Heureusement, ce jour-là dans l'appartement, il y avait que Mark et Andrew qui étaient avec Adam, et Mark a réussi à s'échapper à la seconde où Adam s'est jeté sur wow, je vois. Andrew avec le couteau. Et surtout, heureusement, ce jour-là, le patron d'Emmerich l'a appelé pour le faire venir au travail 1 heure plus tôt. Sinon, il aurait totalement été dans l'appartement au moment des faits. Et qui sait comment ça aurait fini. Il a eu de la chance en vrai. C'est bon pour vous. Quel enfer. Vous êtes serein là, les gens en colocation? Qu'est-ce qui se passe? C'est Adam qui débarque? Emmerich explique plus tard qu'il est profondément triste qu'à l'époque tout le monde ait un peu normalisé et sous-estimé les problèmes psychologiques de Adam et que peut-être que tout ça aurait pu être évité s'il l'avait fait suivre, s'il lui avait apporté un vrai soutien de la part de professionnels et pas juste un soutien amical. Bref, ça m'a foutu le cafard. On passe à la deuxième histoire? La deuxième histoire, c'est celle... En vrai, elle était un peu... Ça faisait un peu peur et tout. Mais ça va encore, ça va. Mais du coup, je pense que ça va encore. Juste un mec s'est fait poignarder, quoi. Je vois ça tous les jours, moi, après tout. Hein. Bien sûr. Non, mais en vrai, ça pouvait être pire. Celle de Jane, et accrochez-vous parce qu'elle est un peu longue. À l'époque, Jane est à l'université, et dès qu'elle arrive aux abords du bâtiment, elle donne une pièce à Wendell, un sans-abri, qui est tout le temps posté au même endroit. Elle tous les jours explique que de manière générale, c'est pas trop son genre de donner de l'argent à un inconnu. Elle préfère plutôt donner de l'argent à des organisations caritatives ou à des associations. Mais elle explique que Wendell, il chante de l'opéra. Et elle, ça la touche. Wendell, il est plutôt attachant, il aime faire rire les élèves avec des blagues et des imitations. Et Jane, même les jours où elle a pas de monnaie, elle prend le temps d'échanger 2-3 mots avec lui parce qu'il est vraiment sympathique. Un jour par exemple, il lui a expliqué qu'il avait failli aller à l'université avec une bourse de baseball. Ah ouais, mais en vrai, je suis en train de bien aimer, tu vois, le début, c'est cool. Mais comme il était accro aux drogues, c'est tombé à l'eau. Un jour, Jane... Ah merde, c'est cède. Et j'ai cru que ça allait être un bon truc. Ah non, il voulait aller à l'université de baseball et bah il a pas pu à cause de la drogue, chaud. Passe devant Wendell, accompagné d'un professeur. Wendell interpelle Jane pour échanger 2-3 phrases et donc Jane lui présente naturellement son professeur. Après s'être échangé quelques phrases, Jane et son prof continuent leur chemin et son prof regarde Jane en lui disant « Pourquoi ce gars connaissait ton prénom ?» Et Jane lui explique qu'ils se parlent quelques fois, que des fois elle lui donne de l'argent quand elle en a et que le gars est attachant et cool et que tout va bien. Mais juste avant que leur chemin se sépare, le professeur insiste. Il explique à Jane qu'elle ne devrait pas nouer de lien d'amitié avec les sans-abri de cette ville ni leur donner d'argent puisqu'ils ont très souvent tendance à avoir des antécédents criminels ou de dépendance. Là, ok, je vois. Donc pour Jeanne l'Opéra, c'est supérieur aux organisations. Oui, t'inquiète pas. Il y a des gens qui meurent de je sais pas. T'inquiète, ils chantent de l'opéra, moi je lui donne, moi. Ils peuvent mourir. Ils chantent pas d'opéra, eux. Bah, je m'en fous. En vrai, c'est bizarre. Jane, c'est son esprit de contradiction qui se met en route. Elle est absolument pas d'accord avec son professeur, elle le trouve totalement radical dans sa manière de penser, et elle se dit qu'elle va prouver à son professeur qu'il a tort, en allant encore plus parler à Wendell, et en prouvant encore plus à la terre entière que c'est un gars sympathique qui mérite pas ce qui lui arrive. Sauf que et ça a mal tourné, c'est sûr. Le lendemain, quand Jane passe devant Wendell, c'est pas comme d'habitude. Wendell, il est distant, il est aigri, elle comprend pas pourquoi jusqu'à ce qu'il lui dise « Alors ton petit ami, ça se passe bien ?» Non, le prof, il allait dire un truc genre qu'il a un petit ami ou un truc comme ça. Comprend tout de suite qu'il fait référence à son professeur et elle lui explique que c'était pas son petit ami, c'est son professeur. Et immédiatement, Wendell n'est plus aigri, il est de nouveau bavard, il fait même des petites blagues. Bref, le temps passe et Wendell commence régulièrement à offrir des petits cadeaux à Jane quand elle passe devant lui. Genre des jetons de supermarché, des fleurs. En tout cas, ouais, il est sympa, regarde, il offre des fleurs, des trucs comme ça. Après, bien sûr, il va pas t'offrir une Tesla, parce que voilà, il a pas la thune, mais c'est quand même bien, tu sais, l'intention, le geste. À tel point que le professeur de Jane va le remarquer et va décider de lui en parler. Il lui explique qu'elle est en train de se faire manipuler. Il veut la pécho, bien sûr. Bien sûr.
Absolument. Cette fois, pour la première fois, Jane réalise que c'est peut-être un peu vrai, surtout quand elle se rappelle de pourquoi Wendell avait perdu sa bourse de baseball, mais aussi en se rappelant d'un autre petit truc que Wendell lui a dit, à savoir qu'il aurait un jour mentionné une ancienne petite amie à lui qui aurait réagi de manière excessive à quelque chose qu'il aurait fait. Bref, Jane... Et elle est aidée par un truc très efficace, le Covid. Les cours deviennent virtuels et pour économiser de l'argent, elle décide du coup de ne plus aller dans son appartement à proximité de l'université, mais de retourner à la place vivre chez ses parents, dans sa ville natale. 3 semaines plus tard, Jane se balade sur Insta et elle tombe sur la story d'un pote à elle, story dans laquelle on peut entendre en arrière-plan Wendell chanter de l'opéra. Petit bémol, le pote de Jane n'est pas aux alentours de l'université, il est dans la ville natale de Jane. Jane se dit « what the fuck ?» mais elle se Oh shit. dit que c'est très certainement le hasard, que le Covid a fait bouger beaucoup de gens et qu'en plus sa ville natale est pas si loin que ça de l'université et c'est pas non plus une toute petite ville. Le temps passe. Ah, attends. Et qu'en plus sa ville... Il y a écrit Porto en bas, Porto. Il y a écrit Porto ici. Attends, mais c'est Portugal ça, c'est au Portugal ça. Incroyable. Et là c'est le drame, Véronique fait un infarctus, elle meurt, et... Ah, je me suis éclaté la main contre mon bureau, ça fait mal. Putain. Mais regardez, c'est au Portugal, ça. En fait, c'est pas à Porto de vrai, mais les images qu'il a mis Squeezie, quoi. Natale est pas si loin que ça de l'université et c'est pas non plus une toute petite ville. Le temps passe et un jour Jane reçoit un coup de fil. Ce coup de fil il vient d'une amie à elle qui est... Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Oui, allô? Blague de merde? Oui, j'avoue. Dans la même université et surtout qui vient de la même ville qu'elle. Au téléphone, cette amie lui explique qu'elle était en ville et qu'un mendiant est venu lui poser des questions sur Jane. Elle a trouvé ça chelou et elle a donc décidé de l'appeler. Immédiatement, Jane elle se dit mais comment Wendell peut savoir que cette meuf est une amie à moi? Enfin c'est trop bizarre. Et par la suite, elle réalise qu'en fait, lors de sa visite en ville, son ami portait un sweat de l'université. Wendell l'a reconnu et c'est pour ça qu'il est venu lui parler de Jane. Là, on se dit clairement, ça fait beaucoup. Et devinez quoi? Jane... Attendez, je crois que vous avez pas compris, Attendez, je vais vous mettre un truc, vous êtes pas prêts. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il se dit la même chose. Fin du confinement, Jane retourne à l'université, mais cette fois, il n'y a pas de sourire, de discussion ou de quelconque interaction avec Wendell. Elle l'ignore purement et simplement, elle a compris qu'un truc n'allait pas et elle s'en éloigne. Après ses examens, elle décide d'aller passer un peu de temps chez son frère qui était en colocation avec quelqu'un mais qui est parti. Il y a donc un lit... Faut arrêter les colocations là, c'est plus possible, encore une colocation. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est une colocation. Non, je déconne. Tout frais, tout vide, dispo pour elle. Le 9e jour de ce voyage chez son frère, quelqu'un toque à la porte. Encore. Bah c'est le mec. Vous savez qui c'est. Son frère va lui ouvrir et après avoir discuté pendant plus la porte. Vous savez qui c'est. Son frère va lui ouvrir et après avoir discuté pendant plus d'une minute, il retourne dans la maison et là il foudroie Jane du regard. Jane comprend pas ce qui se passe et son frère lui dit « Papa et maman vont te tuer ». Et son frère continue, il lui dit écoute, moi aussi je vais te tuer, c'est vraiment pas cool ce que tu viens de faire. T'as même pas pensé à me demander, alors évidemment je t'aurais dit non, mais t'as quand même pas osé me demander, t'abuses. Jane elle comprend rien à ce qui lui arrive, elle lui dit écoute frérot, de quoi tu parles? Son frère continue de l'embrouiller, il lui dit écoute, je suis pas papa, je suis pas maman, moi tu me sors pas de mensonges. Le mec là il a pas simplement dit qu'il était là pour sa petite amie, il a aussi donné ton nom, des détails sur toi, et il m'a expliqué que vous vous étiez fâché et qu'il était là pour arranger les choses. Et là, Jane comprend, son cœur arrête de battre. Elle se lève, elle regarde à travers l'œil de la porte, et elle reconnaît Wendell. Il s'est... Oh shit, c'est la merde. Il s'est douché, il s'est rasé, il a mis des vêtements propres, mais c'est bel et bien lui qui est là, à des centaines de kilomètres de l'université, devant la maison de son frère. Jane s'éloigne de la porte, elle fond en larmes, elle s'assoit sur le canapé, et là immédiatement son frère comprend que quelque chose va pas. Il retourne ouvrir la porte et il dit à Wendell ah bah écoute frérot, elle est pas là, désolé, allez à plus. Sans un mot, Wendell s'éloigne, sauf qu'en fait, il se dirige vers la fenêtre de la maison. Et une fois à la fenêtre, c'est Jane qui voit sur le canapé. Et là, il vrille. Il frappe à la fenêtre en hurlant. Il parle au frère de Jane en lui disant que c'est sa petite amie, qu'il a pas le droit de la garder là-dedans enfermée. Il le traite de connard en lui ordonnant de la laisser sortir, tout en essayant de rassurer Jane en lui disant qu'il arrive et qu'il va l'aider à sortir de là. Et puis après les cris, un bruit. Wendell vient de mettre une giga droite dans la fenêtre et de la Rest in peace la fenêtre. traverser Elle avait rien demandé. avec son bras. Wendell perd énormément de sang et là il se met à insulter Jane. Il lui dit de regarder ce qu'elle vient de lui faire, qu'elle pourra rien faire contre lui, que c'est une connasse. Le frère de Jane il est complètement choqué. Lui je vous prends un couteau. J'ai pas d'autre solution frère, j'ai pas d'autre solution, prends un couteau, voilà. rappelle que de base il a juste ouvert la porte à un inconnu et quelqu'un vient traverser sa fenêtre avec son poing et Wendell en hurlant retourne devant la porte d'entrée et il se met à la charger. Le frère de Jane évidemment se met de l'autre côté de la porte et la tient. Jane
Ça doit faire mal à l'épaule de charger une porte quand même, hein. Le mec comme ça. Surtout qu'en plus il a son bras en sang. Mais oui, ça va faire mal. C'est pas simple. Jane finit par appeler la police qui débarque. Ils prennent Wendell en flagrant délit. Il était toujours en train de bourriner la porte. Et finalement, il se fait arrêter par la police sans résister. Mais il explique à la police qu'il essayait de libérer sa copine, qui était prise en otage par son frère. Et la police, ne connaissant pas l'histoire, elle menotte aussi le frère de Jane, au cas où. Lui, il se fait péter une vitre et il se fait menotter ensuite. Excellent. À l'issue. C'est quoi? Une grande pensée au mec. Et un grand. Chat. D'une petite discussion, évidemment, la police comprend que le vrai problème c'était Wendell et pas le frère de Jane, donc elle relâche le frère de Jane. Et Jane, elle se souvient d'un truc en particulier, c'est que pendant que Wendell se faisait escorter jusqu'à la voiture de police, menotté, il s'est mis à chanter de l'opéra. Et c'est ça qui l'a le plus marqué. Ah, est-ce que tout le monde va bien? Alors attends. Mais en vrai, elle était pas plus longue, elle a duré 6 minutes, l'autre elle a duré 5. Ah non, l'autre elle a duré 4 à cause de l'intro, mais ouais. Bon, vas-y, on va continuer. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est pas ne parlez pas aux SDF, n'ayez pas d'attention envers eux, pas du tout. C'est ce que Jane dit elle-même, c'est qu'elle s'est entêtée à vouloir continuer à entretenir une sorte de relation avec Wendell. Jane dit elle-même, c'est qu'elle s'est entêtée à vouloir continuer à entretenir une sorte de relation avec Wendell, alors qu'il y avait des tas de signes qui lui montraient qu'il y avait de grandes chances que ça parte en couille. Bah en gros, le truc c'est qu'il faut se méfier des gens, quoi. C'est la morale de cette histoire, à peu près, hein. Enfin, je dirais, moi, tu vois. À un moment ou l'autre. Et là, sur l'échelle du ça part en couille, elle s'est prise la peine maximale, Jane. La dernière histoire, c'est celle de Thomas et elle est très récente puisqu'elle vient tout juste de se terminer, sachant qu'elle a commencé en février 2021. Thomas Ok, c'était un peu de temps, putain. vit à la campagne, sa maison elle est vraiment isolée, elle est collée à une forêt et pour y accéder, maintenant il y a une route qui vient tout juste d'être goudronnée. Un après-midi, il est devant la télé tranquillement et quelqu'un toque à la porte. Thomas va lui ouvrir et cette personne se présente comme le garde forestier qui lui explique qu'il a besoin de lui faire signer un papier l'autorisant à abattre un arbre qui se trouve pile entre le terrain de la maison de Thomas et la forêt qui elle appartient à la ville. Mais je pense que c'est pas une bonne idée de faire signer comme ça, hein. Enfin, c'est pas une bonne idée de signer quelque chose qu'un inconnu est venu. Moi, le mec l'arrive comme ça, je dis ouais. Papier du travail, s'il te plaît. Comprovatif. Non, mais en vrai, une signature, le mec, il peut te faire signer n'importe quoi, tu vois. Genre, je sais pas, mais j'essaierai de confirmer que c'est pas de la merde, quoi, tu vois. Le gars est normal, il est propre sur lui, donc Thomas le fait rentrer chez lui, il lui sert un verre d'eau, il signe ses papiers, le mec le remercie, il part, bref, tout se passe très bien. Et puis une semaine plus tard, Thomas se réveille en pleine nuit à cause d'un gros bruit, comme si un objet d'une taille plutôt conséquente venait de tomber de sa fenêtre. Bah, comme un arbre. Logique. Une météorite. Une météorite sur sa maison, t'inquiète. Thomas il se demande ce que c'est mais en même temps il a un peu la flemme d'enquêter, il se dit qu'il y a 99% de chances pour que ce soit un animal ou une branche d'un arbre, bref, il se rendort. Mais dans les jours qui suivent, il a des sensations cheloues. Par exemple le matin quand il s'habille, il a l'impression que son caleçon il a déjà été porté par quelqu'un d'autre. Des fois il rentre du travail et il voit Bah, comme toi. Le jour avant. Espèce de sale. que les bouts de la couette de son lit sont mis sous le matelas. Sauf que Thomas lui, il met jamais les coins de la couette sous le matelas. Thomas comprend donc qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient chez lui quand Effectivement, là c'est possible. il est pas là, mais d'un autre côté il en est pas sûr parce qu'il vient de perdre sa mère, il explique qu'il est dans un état un peu de stress intense, qu'il a tendance à être un peu parano dans cet état là, et donc il sait pas trop à quel point il doit se faire confiance ou pas. En plus de ça, il ferme tout le temps toutes les fenêtres et il y a aucun signe d'effraction quelconque au niveau des portes ou des fenêtres, enfin tout semble nickel. Quoi qu'il en soit, il veut en avoir le cœur net, il en a marre d'avoir le doute, et donc il va inviter un pote à vivre chez lui pendant un petit temps. Le tout premier soir, le pote de Thomas lui dit En vrai, c'est pas une mauvaise idée d'inviter un pote pour vivre chez toi. Mais t'inquiète, t'inquiète. Garde forestier, je l'éclate. Moi, je prends mon micro, je retire le bras de micro. Je vais te faire une démonstration, je crois que tu peux pas. Voilà. Bon, t'arrives pas à voir, mais c'est une claquette. C'est ce qu'on appelle une claquette. Tu prends la claquette comme ça, regarde. Tu la soulèves, tu la fais voler, et tu l'envoies sur sa gueule. Ou sinon, tu lui tapes comme ça. Comme une mamie avec son sac. Voilà. Moi, c'est pas le bras de micro. C'est le bras de micro. Ah ouais, pas le bras de micro, c'est le bras de micro comme ça. le doute, et donc il va inviter un pote à vivre chez lui pendant un petit temps. Le tout ça, premier soir, le pote de Thomas lui dit « Mec, je crois qu'il y a bel et bien un truc qui va pas chez toi. J'ai entendu des bruits de pas dans le jardin et j'ai vu une ombre. » Soit je crois qu'il y a bel et bien un truc qui va pas chez toi. J'ai entendu des bruits de pas dans le jardin et j'ai vu une ombre. Soit on est tous les deux parano, soit il se passe vraiment un truc bizarre dans ta maison. Étrangement, Thomas il voit plutôt ça comme une bonne nouvelle. Il se dit ok, je suis pas fou, il y a bel et bien un truc bizarre. Bah appelle les flics.
Une petite réflexion, il se dit, ça doit être le garde forestier. Il est venu me faire signer des papiers il y a 2 mois pour abattre un arbre, sauf qu'il y a toujours aucun arbre qui a été abattu. Il décide d'en avoir le cœur net et donc il se rend à la mairie pour discuter avec eux de cette affaire d'abattage d'arbres. Personne n'a jamais entendu parler de cette affaire d'arbres. Bah voilà, garde forestier, toujours un problème, c'est pour ça que j'ai dit. Thomas demande donc à voir le garde forestier du village, parce qu'il y a bel et bien un garde forestier, et bingo, c'est pas du tout l'homme qui est venu sonner chez Thomas. Thomas sort de la mairie, il est évidemment choqué, il se dit attends en fait, j'ai fait rentrer un mec chez moi qui n'était pas du tout la personne qu'il prétendait être, c'est grave, il faut que j'appelle la police là. Il va donc à la gendarmerie et en chemin il appelle son pote pour lui dire écoute frérot, il y a bel et bien un mec qui vient des fois chez moi, je sais pas qui c'est, donc dans le doute t'es probablement en danger, dégage de là, viens avec moi à la gendarmerie. Ils sont donc tous les deux à la gendarmerie et les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux et ils envoient immédiatement une équipe pour fouiller la maison et ses alentours. Et devinez quoi, en arrivant sur place, il tombe sur le faux garde forestier. Il se trouve que ce faux garde forestier était en fait un détenu d'une prison située à 20 km de chez Thomas, qui se serait échappé il y a un peu plus d'1 mois. Il aurait pris 30 ans de prison pour avoir fait 3 homicides et de l'usurpation d'identité. Ah ouais, non mais là c'est pas de la déconnade quoi. Usurpation d'identité, 3 crimes. Pendant 1 mois, il s'est caché dans la forêt parce qu'il s'est dit que c'était le meilleur moyen pour pas être retrouvé. Et il aurait apparemment ciblé la maison de Thomas parce que c'est la maison la plus isolée de tout le périmètre. Le fameux boom que Thomas avait entendu, c'était juste lui qui prenait ses marques autour de la maison et qui avait sauté du 1er étage. Mais alors pourquoi il n'y avait aucune trace d'effraction pendant tout ce temps? Et ben parce que ce faux garde forestier, quand il est allé chez Thomas, il avait tout simplement volé l'une des clés de Thomas qui se trouvait toute exposée dans le salon. Thomas précise que depuis, il a installé 8 caméras et que ça lui a coûté une couille. Et 8 caméras, putain, ouais, ça a dû coûter vraiment cher. Mon gars, c'est pour ça que je ne vivrai déjà jamais à proximité d'une forêt et encore moins à proximité d'une prison, d'accord? C'est marrant parce que plus jeune, moi j'étais à Antony et juste à côté il y a Fresnes et je sais qu'à Fresnes il y a une prison. À chaque fois on se faisait peur avec mes potes en se disant ah, il paraît qu'un mec s'est échappé, je sais pas quoi, enfin vraiment des trucs de gamin. Thomas, lui, il a vécu pour de vrai. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur, je crois. Bah moi non, jamais. Jamais vécu à côté d'une prison. Peut-être une expérience à faire un jour. On va louer une maison à côté d'une prison, vas-y. Ça va être le nouveau concept, nouvelle vidéo. Ça part en couille. Je crois qu'il était long. J'en sais rien, je dis ça à chaque fois, c'est terrible. J'espère que ça vous aura plu, en plus avec ses fins un peu précises et détaillées. Oui, ça m'a plu, t'inquiète. Je vous souhaite un excellent été. Je suis fatigué, je vais faire une petite sieste. Qui ça Bah dors. intéresse? Ne répondez pas. Ciao les squeezos. Bah ok, je réponds pas, d'accord. Louer une cellule en prison, vas-y. On va faire ça. On va faire une vidéo, je loue une cellule en prison. Bon, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. En vrai, c'était assez... ça faisait un peu peur. Mais ça passait, mais on s'est bien marré en tout cas. On s'est bien marré sur des threads d'horreur, c'est un peu bizarre. Mais ouais, en tout cas vous avez compris. Et bah du coup j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez votre pouce bleu, allez dans les liens utiles, il y a plein de trucs. Et bah sur ce, je vous dis salut à tous, goodbye.